Des décennies plus tard, lors d'une plongée de routine au large des côtes du New Jersey, quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver apparut. Le squelette d'un sous-marin allemand à plus de 70 mètres de profondeur. Il ne portait aucun nom visible, ne figurait sur aucune carte, et selon les archives, il ne pouvait pas exister. Pourtant, il était bien là, et le plus étrange, personne ne l'avait revendiqué. John Chatterton et Richie Kohler décidèrent de découvrir de quoi il s'agissait. Ce qui avait commencé comme une curiosité de fin de semaine devint une obsession qui leur coûta des années, de l'argent, des amis et des vies. Qu'ont-ils trouvé là-dessous? Et pourquoi personne n'en avait-il jamais parlé? Le pêcheur et la carte de l'abîme. Brielle, New Jersey, septembre 1991. Tout changea pour Bill Nagel, le jour où un pêcheur s'assit à côté de lui dans un bar délabré et lui confia avoir vu quelque chose d'étrange au fond de l'Atlantique. Bien qu'il n'aurait pas dû, l'homme lui promit qu'il lui donnerait les coordonnées. Ils convinrent de se retrouver le lendemain sur le vieux quai, celui qui menait jusqu'au Seeker, le bateau de Nagel, une vedette qu'il avait lui-même construite pour rechercher des épaves que personne d'autre ne cherchait. Mais le pêcheur ne vint pas au rendez-vous. Nagel allait et venait sur les planches du quai, évitant les endroits qui craquaient, comme s'ils allaient céder. Il avait passé une grande partie de sa vie en mer et savait quand quelque chose allait se produire. Il le sentait avant une tempête ou une panne de moteur. Cette fois, c'était à cause de ce papier que le pêcheur devait lui remettre, avec l'emplacement de quelque chose de caché sous l'eau. Il regarda vers l'entrée du quai. Personne n'apparaissait. Le vent salé faisait bouger les bateaux et lui projetait des gouttes froides sur le visage. Quand la brume se dissipa un peu, il vit le pêcheur. Il marchait avec un papier froissé à la main. Son expression était mal à l'aise. Lui aussi était un homme de mer et sentait qu'un événement se profilait. En ces jours de septembre, alors que la chaleur touchait à sa fin, Brielle montrait sa vraie nature. C'était un petit village sur la côte du New Jersey, peuplé de capitaines, pêcheurs, commerçants et jeunes gens qui savaient réparer les filets. Il y avait aussi ceux qui n'avaient rien accompli, ceux qui rêvaient encore de l'océan, ceux qui autrefois avaient été quelqu'un. Quand les touristes repartaient, la réalité demeurait, continuer en mer ou rester sans travail. Le Seeker se démarquait parmi les bateaux du quai, et non par sa taille. Bien qu'il mesurât environ 20 mètres, il attirait l'attention par son apparence. Bois usé, hélice marquée, impact qui racontait des histoires. Ce bateau, Nagel l'avait construit dans un but précis, emmener des plongeurs vers les naufrages les plus extrêmes de l'Atlantique. Nagel avait 40 ans. Il était mince, la peau tannée par le soleil. Il avait été un vendeur d'outils à succès. Mais quiconque l'aurait vu à ce moment-là, avec un vieux t-shirt, des sandales usées et une bouteille de whisky à côté de lui, n'aurait pas imaginé qu'il avait un jour été respecté. Et pourtant, il l'avait été. À un peu plus de 20 ans, il était déjà connu parmi ceux qui s'introduisaient dans les navires submergés. Il était rare qu'un homme aussi jeune se distingue dans ce milieu. À l'époque, explorer ces lieux était réservé à des plongeurs très expérimentés. De nombreuses épaves étaient ignorées depuis des années. Bien que l'humanité eût déjà atteint la Lune, le fond de l'Atlantique restait un mystère. Pour Nagel, il était impossible de l'ignorer. Il fallait beaucoup de courage pour faire ce qu'il faisait. Dans les années 70 et 80, l'équipement de plongée était rudimentaire, semblable à celui que Cousteau avait inventé dans les années 40. Avec une bouteille et un détendeur, on pouvait à peine respirer. Même à 40 mètres, la profondeur standard, toute défaillance pouvait être fatale. Nagel et d'autres descendaient au-delà de 60 mètres. Ils prenaient des risques à chaque plongée. La mer ne pardonnait pas les erreurs, et le corps non plus. Beaucoup sont morts en tentant d'atteindre ces épaves. Même si l'équipement fonctionnait bien et que le corps résistait, il y avait trop de façons de ne pas revenir. De plus, ce type de plongée était encore nouveau. Il n'existait ni tradition ni communauté avec des décennies d'expérience. On ne l'apprenait ni dans des cours ni en lisant. On l'apprenait au fond, là où le corps humain n'est pas fait pour être. Si quelque chose se passait mal, et cela arrivait souvent, Nagel était le premier à l'affronter. Et s'il parvenait à remonter, il était le seul à pouvoir le raconter. C'est pour cela que les magazines le recherchaient. Il ne s'arrêtait jamais.
Il descendait toujours plus bas. Au-delà de 60 mètres, il atteignait des zones dont même les chercheurs ignoraient le contenu. Des lieux où probablement personne n'était allé depuis le naufrage. Lorsqu'il entrait dans un navire à cette profondeur, il était souvent le premier à le faire. Le premier à ouvrir des portes scellées, le premier à voir les restes emprisonnés. Cela signifiait aussi qu'il n'y avait aucun repère. Personne n'avait marqué les structures instables. Personne n'avait écrit « ne pas toucher ». Il devait tout découvrir par lui-même. Ceux qui pratiquent ce type de plongée le savent. Une chose est de se déplacer dans l'obscurité totale à travers un labyrinthe de fer, en sachant que si l'on touche le fond, on soulève des sédiments et l'on ne voit plus rien. Une toute autre chose est de le faire sans savoir si quelqu'un l'a déjà tenté et s'il a réussi à ressortir. À son apogée, le fond de l'Atlantique ressemblait au Far West. Il n'y avait pas de règles. Une seule erreur pouvait y laisser quelqu'un à jamais. La première plongée dans l'inconnu. Le Seeker était déjà en mer depuis 20 minutes lorsque la côte du New Jersey disparut complètement sous le ciel sombre. Seules restaient allumées les lumières de navigation, une blanche au mât, une rouge à bâbord et une verte à tribord. C'était le seul signe que 14 personnes s'étaient lancées dans une mission dont elles ignoraient l'issue. Nagel et Chatterton se trouvaient dans la cabine, utilisant le pilote automatique. Il restait environ 6 heures avant d'atteindre le point exact. En bas, dans le salon, les plongeurs commençaient à s'installer. Ils enlevaient leurs vêtements et se glissaient dans les couchettes en mousse fixées au mur. Chacun avec sa couverture ou son sac, sans oser toucher les coussins d'origine, déjà imprégnés de nombreuses sorties, de sueur et de sel. Tandis que les deux responsables maintenaient le cap là-haut, tout restait silencieux en bas. La plupart se connaissaient déjà d'expéditions précédentes. Ils savaient que cette nuit était un nouveau pari, suivre des coordonnées mystérieuses en espérant que cette fois, il y aurait réellement quelque chose sous l'eau. Ils étaient déjà tombés sur de la ferraille, des pierres sans valeur ou des structures absurdes. Mais cette fois, la sensation était différente. La mer était calme. À l'aube, les instruments indiquèrent qu'ils étaient à moins d'1 kilomètre du point repéré. Nagel désactiva le pilote automatique, réduisit la vitesse du moteur et fixa son regard sur le sonar. Sur l'écran, une silhouette apparut. Elle n'était pas grande, mais elle était là. Nagel annonça qu'il y avait quelque chose à l'endroit prévu, et Chatterton confirma que c'était exact. Le sonar montrait que cela dépassait d'environ 10 mètres du fond. Rien d'impressionnant, mais pas négligeable non plus. Chatterton, capable de descendre jusqu'à 70 mètres sans problème, élabora le plan avec Nagel. 2 plongeurs lanceraient l'ancre. Chatterton descendrait le premier, seul, pour inspecter. S'il voyait quelque chose d'intéressant et que ce n'était pas trop profond, il attacherait la corde. Si ce n'était que des déchets ou que c'était à plus de 80 mètres, il relâcherait la griffe et remonterait. C'était ainsi qu'il faisait toujours. Si cela ne valait pas la peine, personne ne descendait. L'équipage se réunit sur le pont, attendant l'ordre. Nagel sortit de la cabine, s'appuya contre la rambarde et expliqua clairement le plan. Il indiqua que ce qui se trouvait en bas était entre 65 et 70 mètres, que ce n'était pas une plongée simple et que Chatterton descendrait le premier. Si cela ne valait pas le coup, personne d'autre ne descendrait. Mais s'il trouvait quelque chose d'utile, il continuerait. Tant qu'il ne donnerait pas le signal, personne ne devait entrer dans l'eau. Chatterton alla chercher son équipement. Nagel manœuvrait l'ancre. Lorsqu'elle fut accrochée, il coupa les moteurs. Le Seeker était désormais relié au fond par cette ligne directe. À la poupe, Chatterton ajustait les derniers détails de son matériel. Le reste de l'équipage l'observait en silence. Il demanda qu'on lui accorde 6 minutes. Ensuite, il pourrait détendre la corde. S'il ne trouvait rien, il lâcherait 2 gobelets, ce qui signifiait qu'il ne fixerait rien et remonterait. Mais s'il en lançait un seul, cela indiquerait qu'il avait déjà attaché la corde, et il devrait la récupérer. Avant de se jeter à l'eau, il se tourna vers les autres et leur rappela que personne ne devait plonger tant qu'il n'aurait pas terminé la décompression et ne serait pas revenu. Tous comprirent. Il s'approcha du bord, mit son détendeur, abaissa son masque et regarda sa montre. 6 minutes. Nagel vérifia la sienne aussi. Puis Nagel retourna dans la cabine, éteignit les systèmes de navigation et rangea les cartes dans un tiroir. Il appréciait ces gens, mais il n'allait risquer ses coordonnées pour personne.
Tandis que certains avançaient vers la proue, Chatterton s'agenouilla au bord et se laissa tomber à l'eau. En surface, il nagea jusqu'à la corde de l'ancre, la saisit et libéra de l'air de son gilet pour commencer à descendre. Le courant le déplaçait sans logique et la corde se pliait en formes étranges. Malgré cela, il s'y agrippa fermement et disparut dans l'eau. Étudier l'ennemi, le sous-marin nazi sur la terre ferme. Chatterton entra dans le U-505, un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale exposé au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago. L'intérieur est rempli de valves, de câbles, de portes en acier et de mécanismes. Tout ressemble à un système fermé et conçu pour montrer qu'il est possible de vivre sous l'eau. L'espace est minime. Certains couloirs sont si étroits que 2 personnes ne peuvent y passer côte à côte. Pour se déplacer d'une section à l'autre, les marins doivent ramper à travers des trappes métalliques. Personne n'a de couchette adaptée à la taille de son corps. En avançant, il entend l'audio de la visite. On y explique que les marins dormaient par roulement dans des lits étroits. Dans la salle des torpilles avant, la plus grande du sous-marin, environ 24 hommes dormaient, mangeaient et travaillaient entre pommes de terre, boîtes de conserve, saucisses en boîte et torpilles. Si la mer se déchaînait, le sous-marin était violemment secoué, projetant les hommes hors de leur couchette et faisant voler la marmite de la cuisine. Dans les zones froides, le plafond dégoulinait de condensation qui tombait directement sur eux. La seule partie chaude était la salle des moteurs, où 2 grands moteurs diesel faisaient monter la température à plus de 40 degrés. L'humidité était constante. Certains perdaient partiellement l'ouïe à cause du bruit, et le monoxyde de carbone perturbait le sommeil et la mémoire. Tout ce qu'ils cuisinaient avait un goût d'essence. L'air suffisait à peine pour respirer. L'odeur de confinement s'accumulait rapidement. Bien qu'il y eût 2 toilettes, l'une servait de débarras, si bien que plus de 60 hommes en partageaient une seule. Mal utilisée, elle pouvait laisser entrer de l'eau de mer et provoquer une urgence. Au début de la guerre, ils jetèrent les déchets à la mer. Mais lorsqu'ils durent rester immergés plus longtemps pour éviter d'être repérés, ils commencèrent à insérer les ordures dans les tubes lance-torpilles et à les expulser par là. Après quelques jours, l'odeur corporelle devenait pire que celle des déchets. Il n'avait pas de vêtements de rechange. Il portait un seul boxeur noir qu'il gardait pendant des semaines. Chatterton se demandait comment 60 hommes avaient réussi à survivre là-dedans pendant des mois, tout en menant des opérations militaires. Pendant la visite, il s'imaginait des scénarios réels, explosions, tirs, infiltration d'eau, défaillance d'équipement. Il analysait les endroits où la coque pouvait céder, ou ceux où il serait plus facile de se déplacer. Il revint plusieurs fois sur le parcours, jusqu'à connaître l'endroit par cœur. Le guide le remarqua, mais ne dit rien. À l'aéroport, Chatterton acheta un carnet, un stylo et un surligneur rose. Il commença à faire des schémas du U-505 en marquant les endroits où pouvaient apparaître des plaques ou des pièces utiles à l'identification. Il écrivit « Plaque du fabricant sur le périscope. Bronze, peut-être la clé ». Lorsqu'il monta dans l'avion pour le New Jersey, il savait déjà à quoi ressemblait un sous-marin allemand de type U-boat. La prochaine plongée était prévue pour le 21 septembre 1991. L'équipe était la même, sauf un départ et une arrivée. Ron Ostrovsky ne pouvait pas venir pour des raisons personnelles. Il fut remplacé par Dan Crowell, capitaine de navire et connaissance du Seeker, qui n'avait pas pu participer au premier voyage. À mesure que le jour approchait, les plongeurs se préparaient avec plus d'intensité. Doug Roberts et Kevin Brennan vérifièrent leur matériel. Kip Cochrane, Paul Skibinski et John Jurga lisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver sur les sous-marins allemands. Chacun vivait cela à sa manière, sachant qu'on n'a pas toujours la chance de découvrir quelque chose d'unique sous l'eau. Steve Feldman, chef accessoiriste chez CBS, était particulièrement enthousiaste. Il avait déjà participé au premier voyage. Il s'était lancé dans la plongée une décennie auparavant, après un divorce brutal. Il était déprimé, en surpoids, et fumait beaucoup. Ses amis l'avaient poussé à faire quelque chose, gym, yoga ou plongée. Il essaya finalement un cours de plongée. Depuis, tout avait changé. Il perdit du poids, arrêta de fumer, retourna à la salle de sport et commença à s'entraîner pour devenir un meilleur plongeur. Ces dernières années, il passait chaque moment libre sous l'eau. Objet maudit. Chatterton ne cessait de penser au couteau de Orenburg, ni aux tasses ornées de croix gammées qu'il avait sorties du sous-marin.
Lire des choses sur les nazis ou les U-boots était une chose. Tenir ces objets entre ses mains en était une autre. Les tasses étaient lourdes, et la croix gammée se sentait au toucher. Personne ne les avait manipulées depuis que ce sous-marin avait coulé. C'était comme si elles avaient traversé intact le Troisième Reich pour arriver jusque chez lui. C'est pourquoi elles continuaient à provoquer un malaise, même là, sur son étagère. Depuis qu'ils avaient récupéré la vaisselle, il ne restait plus personne dans le monde de la plongée qui n'ait entendu parler du sous-marin. Et s'il en restait un, ce ne fut bientôt plus le cas. C'était désormais un sujet incontournable dans chaque conversation entre plongeurs de la côte est de l'Atlantique. Chatterton et Nagel comprenaient que cette attention allait déranger Bill Enda. Il faisait partie de ceux qui ne supportaient pas d'être laissés de côté. Peut-être ne connaissait-il pas encore l'emplacement exact, mais il pensait qu'avec ses contacts, il ne tarderait pas à le découvrir. Il était fort probable qu'il apparaisse bientôt avec son bateau, le Wahoo, pour revendiquer la découverte. À une autre époque, il serait retourné sur place sans perdre de temps. Il pensait qu'avec quelques plongées supplémentaires, il pourrait identifier le sous-marin. Mais la saison des ouragans avait commencé. Durant ces mois-là, les conditions de plongée pouvaient changer en quelques heures. Avec le Seeker à quai, Nagel promit de nouveau qu'il arrêterait l'alcool et améliorerait sa condition physique pour la prochaine campagne. Chatterton, lui, se plongea entièrement dans les archives. S'il ne pouvait pas descendre à l'épave, il tenterait de progresser depuis la surface. Il ne se contentait pas de lire des livres. Il écrivait au Centre d'histoire navale à Washington, où sont conservés tous les registres de la marine pendant la guerre. Il espérait qu'un archiviste lui envoie des informations utiles, mais les réponses étaient lentes, et lorsqu'elles arrivaient, elles ne contenaient qu'un résumé succinct. Pour avancer, il devait trouver un autre moyen. Dans le New Jersey, Kohler suivait le même chemin. Depuis sa maison de New Providence, il passait ses nuits à consulter des livres sur les sous-marins allemands. Bien que son entreprise de vitres exigeât qu'il soit actif dès le matin, il lisait jusqu'à l'aube. Le matin, tout en se rasant, il feuilletait des catalogues d'éditeurs à la recherche de nouveaux ouvrages. Il remplissait des chèques en espérant que sa femme ne poserait pas trop de questions. Il commença aussi à fréquenter un club germano-américain sur la route 130, près de Burlington, où il se présenta à plusieurs membres âgés dans l'espoir que l'un d'eux ait une information pertinente. Au cours de cette recherche, il découvrit qu'un ancien commandant de sous-marin nommé Herbert Werner vivait aux États-Unis. Werner était l'auteur de Iron Coffins, un ouvrage de référence pour ceux qui étudiaient les U-boots. Kohler retrouva son adresse dans le New Jersey après avoir consulté plusieurs fichiers. Il obtint ensuite un numéro de téléphone. Il contacta Werner et se présenta comme plongeur. Il expliqua qu'avec son équipe, ils avaient découvert un sous-marin allemand au large des côtes du New Jersey et qu'il avait besoin de lui poser une question. Werner répondit que tout ce qu'il avait à dire se trouvait déjà dans son livre et qu'il n'avait aucune autre information à offrir. Il mit fin à la conversation poliment mais fermement, sans laisser de place à d'autres questions. Kohler resta silencieux quelques secondes, absorbant la réponse avant de raccrocher. Entre-temps, les semaines passaient depuis la récupération de la vaisselle. Tout le monde savait déjà l'essentiel. Il n'existait aucun registre officiel mentionnant un U-boot coulé à moins de 100 milles de cet endroit. Chatterton constatait que son échange avec l'archiviste de Washington ne portait pas ses fruits. Et lui, comme Nagel, commençait à penser que Bill Enda serait bientôt prêt à partir avec son équipage. Ce fut alors que Chatterton eut une idée. S'il publiait l'histoire, peut-être qu'un expert ou un historien pourrait identifier le sous-marin. Si l'annonce venait d'eux, il resterait clair que la découverte leur appartenait. Même si quelqu'un d'autre découvrait le nom, on ne pourrait pas dire que c'était Bill Enda qui l'avait trouvé. Le risque était qu'un autre obtienne le mérite de l'identification, mais Chatterton était prêt à l'assumer. Chatterton rédigea le communiqué cette même nuit. Il y affirmait que le capitaine Bill Nagel et son équipe du Seeker, basée à Brielle, New Jersey, avaient localisé un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale à environ 40 milles de la côte, près de la latitude 40 nord et longitude 73 ouest. Il indiquait que l'épave reposait en position verticale, en bon état général, bien que présentant des dommages visibles, apparemment causés par des charges sous-marines. Elle se trouvait à environ 230 pieds sous la mer, accessible uniquement aux plongeurs expérimentés en immersion extrême.
La découverte avait eu lieu le jour de la fête du travail, et lors d'une seconde expédition, c'était Chatterton qui était descendu à l'intérieur. À plein poumon, le risque de plonger plus profond. La première sortie vers le sous-marin cette année-là fut programmée pour le 24 mai 1992. Entre eux, ils l'appelaient déjà Uhu, même si ce n'était pas son nom officiel. Ils pensaient qu'ils découvriraient bientôt sa véritable identité. Surtout Chatterton, qui, durant les mois où il avait été impossible de plonger, avait non seulement poursuivi ses recherches à Washington, mais s'était aussi plongé dans une nouvelle technique qui ressemblait à de la science-fiction. Pendant de nombreuses années, les plongeurs avaient utilisé de l'air comprimé dans leurs bouteilles. Mais depuis un certain temps, certains plus techniques, notamment ceux qui plongeaient en zone tropicale, avaient commencé à le remplacer par un mélange d'oxygène, d'hélium et d'azote, connu sous le nom de Trimix. Ce n'était pas une invention récente, les militaires et les professionnels l'utilisaient déjà. Ce qu'ils avaient fait, c'était l'adapter à la plongée sportive. Lorsque Chatterton découvrit ce que ce mélange pouvait offrir, il n'hésita pas. Meilleure clarté mentale, plus de temps utile au fond, réduction des paliers de décompression, moins de risques dus à l'excès d'oxygène et sans les effets de la narcose des profondeurs. Pour lui, cela pouvait transformer une plongée ordinaire en une opération beaucoup plus efficace, surtout à l'intérieur du sous-marin coulé, où chaque seconde comptait. Un spécialiste de Floride annonça un cours dans le New Jersey, et Chatterton ainsi que Jurga s'inscrivirent immédiatement. Kohler, en revanche, décida de ne pas l'essayer. Il avait déjà entendu parler du Trimix, mais ne le trouvait pas fiable. Pour lui, descendre à 70 mètres avec ce genre de gaz, à l'intérieur d'une épave, relevait de la folie, car personne ne savait vraiment comment cela affectait le corps ou le cerveau. Malgré ses doutes, Chatterton et Jurga suivirent le cours. L'instructeur, Billy Deans, propriétaire d'un magasin de plongée, factura $100 pour un manuel rempli de photocopies, de schémas et de formules. La logique du Trimix était simple. En réduisant l'azote et en ajoutant de l'hélium, on atténuait les effets négatifs de l'air ordinaire. Les bénéfices étaient notables, mais il y avait aussi des inconvénients. Il n'existait aucune certification officielle. Celui qui se lançait le faisait à ses risques et périls. On ne pouvait faire qu'une seule plongée par jour, car le corps mettait longtemps à éliminer l'hélium. Il fallait aussi utiliser un autre gaz, appelé nitrox, pour la phase de décompression, ce qui impliquait encore plus d'équipement. En outre, on ne trouvait pas de Trimix à vendre dans la région. Chacun devait le préparer soi-même. Et le plus compliqué, il existait très peu de tables fiables pour calculer les temps. Les calculs relevaient donc presque du pari. Quand le corps réapparut, il portait toujours sa combinaison et son équipement. Il flottait près du site du sous-marin, à environ 8 km. Le visage avait été mangé par des animaux des fonds marins, et il ne restait qu'une masse sèche et sombre à la place. Il n'avait que 5 dents, maintenues par une mâchoire qui n'était pas attachée au reste du crâne. La garde côtière confirma qu'il s'agissait de Steve Feldman. Il avait disparu depuis septembre. En janvier 1992, Chatterton et Jurga commencèrent à préparer leur propre mélange de gaz. Ils louaient des bouteilles d'hélium et d'oxygène dans une entreprise de fournitures industrielles et achetèrent des pièces spéciales pour contrôler la pression et mesurer les volumes avec précision. Ils utilisaient le garage de Chatterton comme laboratoire. Pour éviter tout accident, il ouvrait les vannes depuis l'extérieur, ne passant que sa main gauche par la fenêtre, au cas où quelque chose exploserait. Il disait qu'il préférait risquer cette main-là, car il était gaucher. Pendant des semaines, ils travaillèrent ainsi, jusqu'à maîtriser les proportions. Ils obtinrent un mélange de 17% d'oxygène, 30% d'hélium et 53% d'azote. Ils pensaient que cette formule allait changer leur façon de plonger. Ils acquérirent des tables conçues par un ingénieur amateur. Peu osaient faire des calculs avec ces gaz. En s'appuyant sur ces données et leur expérience, ils parvinrent à adapter les temps pour effectuer 2 plongées par jour. Ils achetèrent aussi des cylindres plus grands. Lorsque le temps s'améliora, ils testèrent tout dans une carrière, en pratiquant le poids idéal, les vannes et la gestion de la respiration. Dans ces eaux calmes, ils se sentaient alertes et précis. Mais ils savaient qu'en pleine mer, tout serait différent, et à l'intérieur du sous-marin, encore plus difficile. La nuit du 23 mai, les membres de l'équipe se réunirent sur le Seeker. Ils s'embrassèrent, vérifièrent leurs nouveaux équipements et partagèrent des histoires de l'hiver.
Tous étaient curieux à propos du Trimix. Chatterton et Jurga affirmaient qu'ils pensaient en ressortir vivants. Kohler arriva parmi les derniers. Comparé au nouvel équipement de Chatterton, le sien semblait venir d'une autre époque. Sur son gilet figurait le symbole du groupe Atlantic Wreck Divers, un crâne avec des os croisés. Chatterton l'aperçut depuis le pont et lui lança qu'il ressemblait à un fossile, ce à quoi Kohler répondit que peut-être, mais qu'au moins, lui ne jouait pas sa vie avec des gaz expérimentaux. Peu après, Nagle arriva. Depuis la fin de la dernière saison, on ne l'avait pas revu. Il avait promis de prendre soin de lui, d'arrêter l'alcool et de s'entraîner. Mais l'homme qui apparut n'avait rien à voir avec cette image. La peau jaune à cause de l'ictère, les cheveux sales, le corps complètement affaibli. Il n'avait même pas apporté d'équipement de plongée. Le couteau fantôme, une piste qui ne collait pas. Un jour après avoir sorti le couteau de l'épave, Chatterton commença à enquêter sur Orenburg. Il rédigea une lettre détaillant toute la découverte et l'envoya à 4 personnes qui, selon lui, pouvaient aider à retracer son identité et à découvrir de quel sous-marin il s'agissait. L'un des destinataires était Harry Cooper, président de Shark Hunters, qui possédait des connexions dans le milieu des U-boots. Un autre était Karl Friedrich Merten, un vétéran avec qui il avait déjà correspondu et qui soupçonnait que l'épave pouvait être celle du U-851, commandé par un de ses collègues. Il écrivit aussi à Charlie Grützemacher, responsable du Centre international de documentation des sous-marins en Allemagne, et à Horst Bredow, ancien sous-marinier et fondateur des archives des U-boots à Cuxhaven-Altenbruch, considéré comme la source la plus complète sur le sujet. Il pensait que l'un d'eux répondrait en moins d'une semaine. Pendant ce temps, Kohler continuait à consulter les rapports de patrouille des U-boots qui avaient opéré près de l'Amérique. Pour eux deux, il ne s'agissait plus seulement de résoudre un mystère. Ils sentaient que, une fois le sous-marin identifié, ils auraient le devoir d'expliquer aux familles pourquoi leurs proches reposaient là, enterrés en silence. Si Orenburg avait une épouse, ils estimaient qu'elle devait connaître le sort de son mari et comprendre pourquoi personne ne l'avait signalé pendant des décennies. Les jours passèrent sans réponse, puis les semaines. Chatterton passait des heures à côté du téléphone, espérant un appel. Il vérifiait la boîte aux lettres dans l'espoir d'y trouver une enveloppe à bord bleu, typique du courrier aérien international. Après un mois sans nouvelles, il écrivit à nouveau aux 4. Tous répondirent de la même manière. Ils poursuivaient leurs recherches, mais le cas les déconcertait. 2 mois plus tard, un passionné avec lequel Chatterton avait déjà échangé le contacta avec une nouveauté. Il affirmait que le couteau ne servait à rien comme indice. Selon lui, un seul Orenburg était enregistré dans le service des sous-marins et il n'avait jamais opéré dans l'Atlantique Ouest. En plus, il ne se souvenait plus dans quelles unités il avait servi. Cela laissa Chatterton perplexe. Selon des sources fiables, Martin Orenburg avait été radiotélégraphiste dans un U-boot allemand. Les registres indiquaient que sa seule patrouille s'était faite à bord du U-869, coulé lors d'une attaque alliée près de l'Afrique en 1945, à des milliers de kilomètres de l'endroit où avait été trouvée l'épave. Tout l'équipage, lui compris, était mort. Cela confirmait que si quelqu'un affirmait avoir parlé à Orenburg, ce n'était pas vrai. Chatterton décida de couper tout contact avec cet amateur. Malgré cela, il ne rejetait pas l'idée qu'un autre Orenburg, non répertorié, ait pu exister. Il avait entendu parler d'un monument en Allemagne où figuraient tous les sous-mariniers morts pendant la guerre. S'il parvenait à s'y rendre, il pourrait vérifier lui-même si ce nom y figurait. Il pensait aussi consulter les archives de Bredau en personne. Il fixa mars comme date idéale pour le voyage. Il invita Jurga et Kohler. Jurga accepta, mais Kohler ne pouvait pas prendre une semaine de congé à cause du travail. Il apprécia néanmoins l'invitation comme un signe de respect de la part de Chatterton. Kohler lui dit qu'il continuerait à enquêter depuis chez lui. Avant de partir pour l'Allemagne, Chatterton reçut un appel inattendu. Un homme âgé se présenta comme Gordon Vett. Il avait été officier du renseignement pendant la guerre, dans l'unité des dirigeables, responsable de flottilles de Zeppelin. Il lui expliqua qu'il avait entendu parler de la découverte du sous-marin et voulait savoir où en était Chatterton. Ce dernier lui expliqua que son lien avec le centre historique naval avançait lentement. Vett se proposa de le présenter aux responsables du centre. Il dit les connaître personnellement et suggéra qu'il pourrait peut-être l'aider à trouver des informations. Il précisa qu'il ne voulait pas interférer, seulement aider. Chatterton n'en revenait pas.
Veth avait été actif sur le front anti-sous-marin et avait des contacts de haut niveau. Ils convinrent de se rencontrer à Washington fin février. Après avoir raccroché, Chatterton se demanda s'il valait encore la peine d'aller en Allemagne. Si quelqu'un détenait les informations qu'il recherchait, c'était bien le gouvernement des États-Unis. Et désormais, il avait un moyen d'y accéder par la grande porte. Quelques jours plus tard, il monta dans sa voiture et roula pendant 4 heures en direction de Washington, D.C. L'énigme du sous-marin 869, un puzzle mortel. Après la mort des Roos, Chatterton et Kohler retournèrent sur le site du Uhu pour récupérer le matériel resté sur l'épave après la tragédie. D'autres plongeurs les informèrent que Chrissy avait été admis dans une chambre hyperbare à l'hôpital Jacobi, dans un état grave. La pression dans son corps avait rendu son sang aussi épais que de la boue. Kohler passa tout le trajet jusqu'à l'épave à enchaîner cigarette sur cigarette, refusant toujours d'utiliser le Trimix. Pendant ce temps, Chatterton profita de la clarté du jour pour filmer l'état du compartiment cuisine. Une armoire effondrée, des étagères fracturées, tout en désordre. La corde guide utilisée par Chrissy était encore enroulée autour d'un morceau de bâche d'environ 3 mètres qu'il semblait avoir tenté de sortir. À première vue, il s'agissait des restes d'un radeau de secours. Les instructions imprimées en allemand n'apportaient aucune information utile. À l'extérieur de la coque, Kohler retrouva 3 bouteilles de plongée de secours. Dans la confusion de l'accident, ni le père ni le fils n'avaient pu les récupérer. Toutes portaient le nom de famille Roos, sans distinction de propriétaire, ce qui montrait qu'ils les partageaient sans se soucier à qui elles appartenaient. De retour à terre, Chatterton et Kohler reprirent leurs recherches. Avec le plan technique qu'ils avaient obtenu de l'intérieur du sous-marin, ils commencèrent à étudier en détail les modèles NUXC construits dans les chantiers d'Eschimag Bremen. Il s'agissait de 52 sous-marins jamais revenus de mission. Ils décidèrent d'affiner la liste en appliquant 2 critères. Le premier, exclure tout sous-marin ayant eu des survivants, car on présumait que ces épaves étaient déjà correctement identifiées. Le second, écarter tous les modèles équipés d'un canon de pont, car le Uhu ne montrait aucun signe en ayant porté un. Avec ces filtres, ils commencèrent à réduire la liste à Washington. Sur les 52 sous-marins, 22 comptaient au moins un survivant. Il en restait donc 30. Parmi ceux-ci, 10 étaient dotés d'un canon. La liste finale comprenait 20 unités possibles. Ils savaient que, quelque part dans cette liste, se trouvait le vrai nom du sous-marin coulé. Ils retournèrent dans le New Jersey et reprirent leur réunion dans leur restaurant habituel. Là, ils définissaient la prochaine étape, consulter les registres d'ordre et de mouvements de guerre de la flotte de sous-marins allemands. Si l'un des 20 avait été envoyé dans une zone hors de portée de l'Atlantique occidental, il devait être éliminé. Peu après, Kohler contacta Chatterton au beau milieu de la nuit. Il était inquiet de l'état émotionnel de Nagel. Il craignait qu'il n'agisse de manière impulsive. Chatterton, habitué à ce genre de situation, répondit avec résignation, convaincu que si Nagel faisait quelque chose, ce ne serait pas avec violence, mais avec un excès d'alcool. Ils retournèrent à Washington pour poursuivre l'examen des archives navales. Après avoir passé en revue les ordres de patrouille et les coordonnées, ils déterminèrent que 18 des 20 candidats avaient opéré dans des zones trop éloignées de la côte est des États-Unis. Ceux-là furent également exclus. Il ne restait que 2 unités, le U-857 et le U-879. Tous deux avaient des missions documentées dans le secteur exact où l'épave avait été découverte. Tous deux étaient partis de Norvège vers cette région, aux mêmes dates que le U-869. Cela expliquait pourquoi le couteau de Orenburg s'y trouvait. Il l'avait peut-être prêté, perdu ou transmis. Quoi qu'il en soit, cela faisait sens. Ils consultèrent les sources historiques les plus citées. Celles-ci indiquaient que le U-857 avait été détruit au large de Boston par l'USS Gustafson, tandis que le U-879 avait été coulé près de la Caroline du Nord par l'USS Buckley et l'USS Reuben James. Rien de cela ne correspondait à la position du Uhu. Face à ces contradictions, ils décidèrent de vérifier les rapports de la marine concernant les 2 naufrages. Ils devaient vérifier si les données officielles coïncidaient avec ce qu'ils savaient du site réel. Ils ne faisaient pas entièrement confiance aux sources secondaires. Comme la nuit tombait, ils cherchèrent un logement économique en périphérie.
Le lendemain matin, ils retournèrent au centre historique naval, avec l'intention de consulter eux-mêmes les rapports originaux sur la destruction du U-857 et du U-879. Kohler, l'enfant fasciné par la guerre nazie. Richie Kohler était le candidat idéal pour s'introduire dans un sous-marin allemand coulé et non identifié. En 1968, sa famille déménagea à Marine Park, un quartier tranquille de Brooklyn. C'était un endroit où cohabitaient familles italiennes et juives, où les enfants faisaient des courses pour les voisins et où l'on plantait des figuiers dans les jardins. Son père, Richard, âgé de 28 ans, dirigeait une miroiterie. Il était très attaché à ses racines allemandes. Sa mère, Frances, 27 ans, était sicilienne et fière de ses origines. Tous deux voulaient que leurs enfants grandissent en valorisant leur identité, en particulier Richie, qui avait 6 ans. Mais Richie n'était pas comme les autres enfants. Il lisait sans arrêt, mais pas des contes. Il s'intéressait aux revues scientifiques, aux livres sur les guerres et l'espace. Quand il n'avait plus rien, il recommençait ses lectures. Sa mère lui demandait de jouer dehors, mais lui préférait encore lire des livres ou des revues techniques. Il lisait tout ce qu'il pouvait comprendre. Frances lui en achetait davantage. Richie passait ses journées à lire des manuels militaires et des biographies. Lorsqu'il découvrit le programme spatial de la NASA, il devint obsédé. Il voulait en faire partie. Il buvait du Tang parce que c'était la boisson des astronautes et emballait ses figurines dans du papier aluminium pour jouer à l'exploration spatiale. Pendant ce temps, son père travaillait toute la journée, mais veillait aussi à lui transmettre des savoir-faire pratiques. Il lui apprit à utiliser des outils, à bricoler à la maison et sur le bateau. À 7 ans, Richie savait déjà couper du verre. Mais lorsqu'il se trompait, son père le corrigeait sévèrement. Richie l'admirait tellement que toute remarque le blessait profondément. Frances désapprouvait cette attitude. Elle rappelait à Richard comment son propre père l'avait traité, mais lui ne savait pas faire autrement. Avec le temps, Richie cessa de rêver de devenir astronaute et ne voulut plus qu'une chose, obtenir l'approbation de son père. Si on lui demandait quelque chose, il s'exécutait. S'il fallait être courageux, il se portait volontaire. Depuis tout petit, il ne supportait pas de perdre, ni de finir deuxième. Richie avait la peau mate, les yeux bruns clairs et les sourcils tombants, mais très expressifs. Enfant, ses sourcils bougeaient, même pendant qu'il lisait. Son père répétait souvent que les Allemands étaient travailleurs, sérieux, et ne se plaignaient pas. Il avait une devise. « Si tu veux plus, tu dois être plus ». Richie l'apprit par cœur. Son père lui disait aussi qu'il ne devait jamais laisser qui que ce soit le mépriser à cause de son nom ou de ses origines. Richie prenait cela très au sérieux. Il lisait tout sur l'histoire allemande, sur la guerre. Il savait qu'à la télévision, les Allemands étaient toujours les méchants, mais lui voyait autre chose. La discipline, la capacité technique, l'organisation. Ce qui le marqua le plus, c'était lorsque son père lui parlait de Mr. Segal, un voisin robuste qui avait fait partie d'un cirque en Allemagne avant de fuir le pays lorsque Hitler commença à prendre le pouvoir. Cet homme racontait à Richard des histoires de l'Allemagne d'avant, celles qu'il admirait, celles des villages paisibles, des scientifiques, des artisans qui maîtrisèrent leur travail. Après l'avoir connu, Richard comprit ce que cela signifiait d'être allemand. Richie remarquait à quel point son père parlait de Segal avec respect. C'était son héros. Et cela donna à Richie l'envie, lui aussi, de connaître cette histoire, de comprendre d'où il venait. Il se mit à étudier davantage la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'était passé en Allemagne. En classe, il choisissait toujours de parler du point de vue allemand, expliquant comment les choses avaient été vécues de ce côté. Il en parlait même à ses voisins. Il leur expliquait que son nom venait du mot « mineur » en allemand. Au fur et à mesure qu'il approfondissait ses recherches, il se rendait compte qu'il voyait les guerres autrement. Il ne lisait pas seulement les faits, il s'intéressait à ce que ressentaient les soldats. Il se demandait ce qu'ils écrivaient dans leurs lettres depuis le front, ce qui leur manquait de chez eux, ou ce que cela faisait de recevoir une nouvelle de décès à la maison. C'était différent. Tandis que ses amis s'arrêtaient aux données, lui voulait comprendre l'aspect humain derrière tout cela. La dernière plongée, le jour où tout s'est emboîté. À la fin du mois de mai 1993, alors que le climat commençait à s'améliorer à Brielle, les plongeurs organisèrent la première sortie de la saison vers l'épave. Le bateau Seeker fut réservé comme d'habitude. À ce moment-là, Chatterton et Kohler parlèrent déjà du sous-marin comme étant le U-857.
Ils l'évoquaient sous ce nom même lors de leur présentation devant d'autres plongeurs. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi il continuait à visiter ce site si dangereux s'il pensait déjà connaître son identité. La réponse était toujours la même. Sans preuve physique extraite directement de l'épave, tout le reste n'était que conjecture. Il n'avait pas investi autant pour s'arrêter à mi-chemin. La plongée fut programmée pour le 31 mai, le jour du Memorial Day. Tous deux arrivèrent par la route au port où les attendait le Seeker. Chatterton ressentait un calme inhabituel. Il avait déjà inspecté les zones principales de l'épave, trouvé des éléments pertinents et recueilli suffisamment de matériel pour avoir une idée claire de son origine. Les plus grands experts du monde des U-Boots soutenaient son hypothèse. Kohler, de son côté, vivait aussi une transformation. 2 ans plus tôt, son style était celui d'un collectionneur d'objets, adepte de l'approche plus rude du groupe Atlantic Wreck Divers. Mais les choses avaient changé. La constance de Chatterton, son acharnement à filmer chaque recoin, à rechercher des documents anciens et à réfuter des données mal documentées, lui avait fait voir la plongée autrement. Pour lui, ce n'était plus seulement récupérer des restes au fond de l'eau. Il se sentait désormais impliqué dans une quête historique. Mais cette nouvelle perspective n'était pas bien reçue par ses anciens camarades. Durant les mois passés à terre, plusieurs l'accusèrent de s'être éloigné du groupe. Lors de rencontres occasionnelles, il lui lançait des remarques sarcastiques. Certains mentionnaient l'épisode de l'Andrea Doria avec un ton moqueur. Ces reproches le touchaient, surtout venant de ceux qui l'avaient soutenu à ses débuts dans les épaves profondes. Chatterton le remarqua et n'hésita pas à intervenir. Il expliqua que leurs anciens collègues continuaient à répéter des plongées sur des navires déjà explorés, à la recherche d'objets sans valeur historique. Il lui dit que s'il pensait comme eux, il ne serait pas impliqué dans l'enquête sur ce sous-marin. Kohler acceptait cela sans discuter. Il reconnaissait qu'il n'était plus le même. Durant l'hiver, il avait même décidé d'apprendre à utiliser le Trimix. Il avait vu comment ce gaz améliorait les performances des autres plongeurs et pensait aussi que l'accident des Roos aurait peut-être pu être évité avec ce mélange. Il le prit très au sérieux, au point d'arrêter de fumer pour optimiser ses capacités sous l'eau. Nagel se présenta également sur le Seeker. Il apportait avec lui le même sac de couchage à motif enfantin qu'il utilisait depuis sa jeunesse, celui qu'il avait lors de la récupération de la cloche de l'Andrea Doria. L'ambiance était tendue. Certains le saluèrent froidement. Lorsque le bateau leva l'ancre en direction de l'épave, tout le monde fut rassuré de savoir que Chatterton et Crowell étaient en charge de l'expédition. Pendant la traversée, chaque plongeur révisait sa stratégie. Packer et Gatto, considérés parmi les plus techniques du pays, avaient pour objectif la salle des moteurs diesel. En plus des grands propulseurs, s'y trouvaient des panneaux de commande, des transmetteurs et d'autres dispositifs où le numéro du sous-marin pouvait être gravé. Ce compartiment avait été bloqué jusqu'à présent par des conduits d'air effondrés. Leur plan consistait à tenter de les déplacer à l'aide de cordes et de sacs de levage, malgré le risque que cela représentait dans un espace aussi étroit. S'ils réussissaient à y entrer, ils pourraient aussi accéder à la salle des moteurs électriques, l'un des rares secteurs du Uhu encore inexploré. Chatterton avait un plan différent. Il voulait retourner à la section avant, qu'il avait déjà visitée, radio, sonar, cabine du commandant et des officiers. Il avait décidé de ne rien déplacer sans raison. Sa méthode consistait à observer sans bouger. Il pensait que c'était la seule façon de repérer ce qui comptait vraiment. Il croyait que les détails se révéleraient à condition de rester assez longtemps sans perturber l'environnement. Kohler partageait cet esprit, bien qu'il préférait travailler avec ses mains. Pendant l'hiver, il avait trouvé plusieurs images de marins allemands portant des objets personnels marqués du numéro du sous-marin, briquets, montres, casquettes. Il était convaincu que, s'il existait quelque chose de ce genre dans l'épave, ce serait dans la zone où les membres d'équipage conservèrent leurs affaires. C'est pourquoi il pensait fouiller avec grand soin, en évitant toujours les zones susceptibles de contenir des restes humains. À l'aube, la lumière commença à baigner le pont du Seeker. Comme lors des saisons précédentes, Chatterton et Kohler plongèrent ensemble. Kohler respirait cette fois son propre mélange de Trimix. Ce gaz qu'il avait tant rejeté faisait désormais partie de son équipement. À 30 mètres, il constata que son esprit restait clair. À 60 mètres, tout était encore sous contrôle. Chatterton l'observait attentivement pendant qu'il descendait vers le Uhu. Le sous-marin qui s'autodétruisit, le mystère du U-869 révélé.
En janvier 1944, alors que les bombardements alliés continuaient de ravager Berlin, plusieurs centaines de jeunes Allemands arrivèrent au chantier naval d'Echimag à Brême pour entamer leur formation dans la marine. La plupart ne portaient qu'une valise contenant quelques vêtements et un objet personnel. 50 d'entre eux furent affectés à un sous-marin, alors identifié par le code provisoire W1077. Plus tard, ils le connaîtraient sous le nom de U-869. La grande majorité n'avait aucune expérience du service sous-marin. Beaucoup avaient été sélectionnés pour leur profil technique. L'âge moyen du groupe n'était que de 21 ans. 22 n'avaient même pas 20 ans. L'un des recrues n'avait que 17 ans. Cette génération d'équipage était très différente de celle des premières années de la guerre. En 1939, intégrer la force sous-marine exigeait un niveau de formation bien plus élevé. Parmi les rares à avoir de l'expérience figurait Herbert Guszewski, opérateur radio de 22 ans, qui avait déjà effectué 3 missions à bord du U-602. Il avait été transféré du navire avant sa dernière sortie afin de renforcer d'autres unités. Il avait eu du mal à l'accepter. Il avait l'impression qu'on l'arrachait à son foyer. Peu après, le U-602 quitta l'Allemagne pour la Méditerranée. Il ne revint jamais. Ce soir-là, alors qu'il s'installait à Brême, il reçut la visite d'un autre membre affecté à son même navire. Il s'agissait de Martin Orenburg, un opérateur radio de rang supérieur. Ils échangèrent des salutations et quelques mots formels. Guszewski comprit en silence qu'il n'occuperait pas le poste principal dans la section communication. Il accepta malgré tout la situation et se prépara à ce qui l'attendait. Quelques jours plus tard, les deux opérateurs, accompagnés d'autres camarades, prirent un tramway en direction du chantier naval pour voir le sous-marin sur lequel ils serviraient. À leur arrivée, l'air sentait le carburant, le sel marin et les filets de pêche. Lorsqu'ils demandèrent leur navire, on les conduisit à un quai où ils le virent pour la première fois. Une forme allongée, fine, à la silhouette cylindrique typique. Sa teinte sombre le camouflait dans le paysage gris. Il semblait faire partie de l'eau, du ciel, de nulle part. Alors que les nouvelles recrues se tenèrent sur le pont, elles remarquèrent qu'un homme grand les observait en silence. Son visage était ferme et ses yeux très foncés. Sa posture rigide parlait d'elle-même. Tous comprirent immédiatement qu'il s'agissait de leur commandant. Il s'appelait Helmut Neuerburg, âgé de 26 ans. Des rumeurs circulèrent sur lui. Il aurait été pilote de la Luftwaffe avant de rejoindre la marine. Il imposait le respect sans élever la voix. Les hommes formèrent des rangs de 3, de manière martiale. Neuerburg les observa un par un, puis fixa son regard sur l'eau. Il prononça un bref discours en allemand, sans emphase, mais avec fermeté. Aucun geste exagéré, aucune parole émotive. Il ordonna simplement de hisser le pavillon du sous-marin. Une fois hissé au mât, il le salua selon le protocole militaire traditionnel, sans salut nazi. Il déclara sobrement que le navire était officiellement en service. La cérémonie terminée, les marins se dispersèrent. Guszewski, frappé par la froideur de l'acte, se dit que les temps avaient changé. Ce soir-là, tous se réunirent dans une pension de Brême pour un dîner simple. Neuerburg s'assit à côté de son second officier, Siegfried Brandt, 21 ans, et du chef mécanicien Ludwig Kessler, 30 ans. Le menu, harengue et pommes de terre bouillies. Rien à voir avec les fêtes d'incorporation que Guszewski avait connues auparavant, avec théâtre, boissons et festivités jusqu'à l'aube. Cette fois, rien de tout cela. Pourtant, son humeur n'était pas mauvaise. Son frère Willy était venu lui rendre visite et ils avaient partagé ce repas que Willy avait lui-même payé. Ensuite, il repartit chez lui. Le 7 janvier 1945, le U-869 quitta Kiel. Peu après, un poste de commandement lui transmit de nouveaux ordres. Il devait modifier sa destination et se diriger plus au sud. Ce message fut intercepté par les forces alliées. Toutefois, on ne sut jamais si le commandant Neuerburg avait reçu l'ordre en entier ou s'il y avait eu une erreur de transmission. D'après les informations disponibles, le sous-marin poursuivit sa route initiale vers la côte est des États-Unis. Le 11 janvier, toute communication avec le U-869 fut perdue. À terre, on supposa qu'il poursuivait sa mission vers l'Atlantique. Le 16 février, un destroyer américain lança des charges sous-marines au large du New Jersey. Une explosion fut entendue, mais aucun indice clair d'impact ne fut observé. Aucune nappe d'huile, aucun débris, aucune bulle. Dans les archives officielles, cela ne fut pas noté comme un naufrage confirmé. L'incident passa inaperçu. Avec le temps,
et grâce aux recherches ultérieures, la vérité fut découverte. Le U-869 n'avait pas été attaqué par un ennemi. Le sous-marin avait lancé une de ses propres charges anti-sous-marines dans le cadre d'une manœuvre défensive, mais l'une d'elles ne s'éloigna pas suffisamment. Elle rebondit et explosa trop près de la coque. L'explosion provoqua une rupture du fuselage. Ce fut fatal. Le navire qui tentait d'éviter une attaque fut finalement détruit par sa propre arme. Les noms oubliés, la dernière preuve sous la mer. Depuis 1991, Chatterton et Kohler s'étaient fiés aux archives officielles. Le U-869 avait été perdu près de Gibraltar. Plus de 2 ans plus tard, les transmissions radio interceptées entre le sous-marin et le commandement naval confirmaient presque entièrement que l'épave retrouvée au large du New Jersey correspondait bien au U-869. Les 2 plongeurs consultèrent leurs archives personnelles. Chatterton retrouva l'une des listes d'équipage qu'il avait copiées lors de sa visite aux archives des sous-marins allemands. Kohler, familier des grades et abréviations en allemand, lut les noms et les données. La liste comportait 56 hommes. Le commandant était Helmut Neuerburg, né en 1917, âgé de 27 ans au moment du départ. Le premier officier était Siegfried Brandt, âgé de 22 ans. Martin Orenburg figurait également, opérateur radio, 25 ans. En analysant les âges des marins, ils découvrirent que 24 d'entre eux avaient moins de 20 ans. Le plus jeune, Otto Britius, n'en avait que 17. Pendant 3 ans, ils avaient plongé parmi les restes de ces hommes sans connaître leur identité. Désormais, ils avaient des noms, des âges, des fonctions. Ce n'étaient plus de simples vestiges anonymes. La nouvelle concernant les transmissions se répandit parmi les experts. La version la plus acceptée était que le U-869, initialement destiné à une autre zone, n'avait jamais reçu l'ordre de changement de cap et s'était retrouvé sur la côte américaine, où il fut coulé. Bien qu'ils en soient convaincus, Chatterton et Kohler savaient que l'identification n'était pas encore irréfutable. Aucun élément portant explicitement le numéro du sous-marin n'avait été retrouvé. Il était encore possible que quelqu'un affirme que l'épave appartenait au U-857, lui aussi disparu dans la même région. On pouvait même soutenir que le couteau gravé au nom de Orenburg avait été transféré d'un sous-marin à un autre. C'est pourquoi ils décidèrent de retourner au fond. Il leur fallait récupérer une preuve concrète, une pièce portant le numéro du U-869. La communauté de plongeurs ne soutint pas l'idée. 3 personnes étaient mortes à cet endroit, d'autres avaient frôlé la mort. Selon eux, l'affaire était résolue. Il ne valait pas la peine de continuer à prendre des risques. Mais Chatterton et Kohler n'étaient pas prêts à laisser l'histoire incomplète. Pour eux, une identification sans preuve physique restait un travail à moitié accompli. Chatterton pensait à son enfance passée en mer avec son père. Il comprenait que ce qu'il faisait n'était pas simplement de la recherche. Il tentait de reconstituer l'histoire exacte et de rendre leur identité à ceux qui avaient été oubliés sous l'eau. Les erreurs relevées dans les archives officielles tout au long du processus ne faisaient que renforcer ce besoin. Ils savaient que les données institutionnelles pouvaient se tromper. Eux voulaient apporter une vérité complète. En 1994, au début de la nouvelle saison de plongée, Chatterton se fixa un objectif: trouver une nouvelle voie d'accès qui pourrait les mener à une plaque, une étiquette ou tout indice physique confirmant le numéro du sous-marin. Toutefois, les secteurs de l'épave avaient déjà été explorés presque en totalité. Les plans qu'il dessinait répétaient toujours les mêmes chemins. Ce manque de progrès commença à le frustrer. À la maison, la nuit, il passait des heures sans dormir, à se demander pourquoi sa capacité à repérer des détails importants parmi les débris semblait lui échapper précisément au moment où il en avait le plus besoin. Pendant cette période, Kohler resta proche. Il l'appelait fréquemment ou se présentait directement chez lui. Son ton direct le sortait de l'inertie. Il insistait. Il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il rappelait que leur objectif n'était pas seulement d'explorer, mais de prouver clairement qu'ils étaient les véritables découvreurs de l'épave. Ils ne permettraient pas que d'autres terminent le travail et s'en attribuent le mérite. Leurs conversations devinrent le moteur de leur persévérance. Chatterton reprit ses dessins, modifia ses idées et recommença à planifier une nouvelle recherche. En parallèle, Kohler ressentait le poids de la distance avec sa famille. Pour la première fois, il réalisait le temps qu'il avait perdu. Il comprenait que son identité ne se limitait pas à celle de plongeur. Il était aussi père, et cela prenait désormais une importance nouvelle dans sa vie.
Ce lieu rempli de corps piégés et de structures rouillées allait bientôt être appelé par son vrai nom, une tombe de guerre. Plonger jusqu'à en mourir, le côté sombre de la chasse au trésor nazi. Plonger dans des épaves sans visibilité est l'une des activités les plus dangereuses qui soient. Là-dessous, tout peut se retourner contre soi. Le corps, l'équipement, les réflexes, l'environnement. Certains plongeurs sont morts à l'intérieur alors qu'il leur restait suffisamment d'air dans leur bouteille. Ils ne se sont pas rendus. Ils n'ont simplement pas trouvé la sortie. Ce type de plongée n'a rien à voir avec celle que l'on fait près de la côte avec une seule bouteille. Il est presque impossible de trouver des statistiques précises. Ceux qui plongent en grande profondeur pour rechercher des épaves ne sont qu'une minorité parmi les plus de 20 millions de plongeurs certifiés. Leurs accidents n'apparaissent pratiquement pas dans les données d'un sport qui, en général, se pratique en eau peu profonde, par beau temps et en binôme. Aux États-Unis, on compte environ 10 millions de plongeurs certifiés. Parmi eux, seuls quelques centaines s'adonnent à ce type de plongée extrême. Pour ces plongeurs, la question n'est pas de savoir si la mort les frôlera, mais quand. Celui qui reste longtemps dans ce milieu vivra forcément l'une de ces trois expériences. Frôler la mort, voir quelqu'un mourir ou mourir lui-même. Et il n'est pas toujours clair laquelle est la pire. Il y a quelque chose d'étrange dans ce genre de plongée, parce qu'elle pousse le corps à lutter contre ses instincts les plus fondamentaux. Respirer, voir, fuir le danger. N'importe qui peut en comprendre la peur, sans même enfiler une combinaison. Il suffit d'imaginer ce qu'il y a là-dessous. C'est une peur primaire, instinctive. C'est aussi pourquoi il est facile de comprendre ceux qui abandonnent et ceux qui ne descendraient jamais à 60 mètres pour suivre des coordonnées. Un plongeur qui descend à cette profondeur avec de l'air comprimé fait face à deux dangers. D'abord, au-delà de 20 mètres, le cerveau et le corps commencent à ralentir à cause de la narcose à l'azote. Plus on descend, plus elle se fait sentir. À 30 mètres ou plus, là où se trouvent les épaves les plus recherchées, le cerveau ne fonctionne déjà plus à 100%. Pourtant, il faut prendre des décisions rapides et agir avec précision. Deuxième danger. Si quelque chose de grave se produit à cette profondeur, on ne peut pas remonter d'un coup. Si l'on est resté longtemps en profondeur, il faut remonter lentement, en marquant des paliers pour que le corps s'adapte à la pression. Il faut le faire même si on manque d'air ou si l'on est en train de s'évanouir. Si on panique et qu'on remonte trop vite, on risque de souffrir du mal de décompression, ou BENS. En cas de forme grave, cela peut entraîner des séquelles irréversibles, une paralysie ou la mort. Ceux qui ont déjà vécu cela de près ne prennent plus jamais ce risque à la légère. Lorsqu'un plongeur respire de l'air comprimé, il inhale de l'oxygène et de l'azote, mais en quantité croissante à chaque inspiration. À 2 atmosphères, il absorbe 2 fois plus de molécules qu'à la surface. À 3, le triple. Et ainsi de suite. Cet excès d'azote ne reste pas dans les poumons. Il se dissout dans le sang, les muscles, les articulations, le cerveau, la colonne vertébrale. Partout. Plus on reste longtemps et plus on descend bas, plus le corps se sature d'azote. À 20 mètres, les effets commencent à se faire sentir. Cela s'appelle la narcose à l'azote. Certains la comparent à l'ivresse. D'autres disent que c'est comme être sous sédatif ou drogué. À faible profondeur, les effets sont modérés. On a du mal à penser, on devient maladroit, on bouge lentement, on perd en vision périphérique, on réagit avec excès. Mais plus on descend, plus les effets s'aggravent. À 40 mètres ou plus, la plupart des plongeurs ne sont plus pleinement fonctionnels. Certains n'arrivent même plus à faire des nœuds simples. D'autres oublient ce qu'ils faisaient et doivent répéter mentalement leurs gestes pour ne pas perdre le fil. Plus bas, vers 60 mètres, certains commencent à halluciner. Il y en a qui disent avoir vu des homards leur parler ou leur donner des conseils absurdes. Plusieurs plongeurs se rendent compte qu'ils sont en train de sombrer dans la narcose à cause de ce qu'ils entendent. Certains sentent leur pouls résonner dans leurs oreilles comme des tambours. D'autres entendent un bourdonnement constant, comme une vieille alarme. Au-delà de 60 mètres, cette désorientation due à l'azote amplifie toutes les sensations. La peur, la joie, le bon comme le mauvais. Des choses simples, comme la chute d'un couteau ou la remontée de sédiments, peuvent sembler catastrophiques, et des choses graves, comme manquer d'air ou perdre la corde, peuvent paraître anodines. Dans une épave à cette profondeur, perdre la tête ou faire un mauvais geste peut être fatal. L'azote pose un autre problème. Ce qui s'accumule en descendant doit ressortir en remontant. Si le plongeur n'est pas resté trop longtemps ou n'a pas plongé trop profond, tout va bien.
Mais s'il est descendu loin ou est resté longtemps, il doit remonter lentement pour que l'azote s'échappe sous forme de petites bulles. Comme ouvrir une bouteille de soda avec précaution. Si on le fait lentement, le gaz s'échappe sans éclaboussure. Le Uhu n'est plus un mystère. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait du U-869, coulé par erreur lors de sa première mission, oublié des archives et perdu dans les profondeurs pendant près d'un demi-siècle. Mais ce qui le rend unique, ce n'est pas seulement son histoire, c'est la manière dont elle a été racontée. Deux hommes, sans soutien, sans autorisation et sans récompense, ont consacré des années de leur vie à redonner un nom et une mémoire à 56 hommes que plus personne ne se rappelait. Pas de médaille, ni de reconnaissance officielle. Juste deux plongeurs, une pile de vieux documents et une question que personne d'autre n'avait voulu poser. Et même s'il n'y a plus rien à découvrir là-dessous, leur histoire demeure avec les noms, les erreurs et le silence de ce qui n'a jamais été dit.